Donc, on va enchaîner notre cours de la dernière fois. Donc, la dernière fois, on avait vu les différentes variétés de droit, à savoir le droit objectif et le droit subjectif. Et on s'était arrêté au niveau des sources du droit subjectif. Donc, on avait vu un peu, grosso modo. Alors, si ma mémoire est bonne, on avait vu. On s'était arrêté à quel niveau? Alors, on s'était arrêté à quel niveau la dernière fois? Parce que là, je ne me rappelle plus. Attendez, sinon, je vais ouvrir. Non, je ne l'ai pas. Alors, est-ce que l'un d'entre vous se rappelle à quel niveau on s'est arrêté? Sinon, je vais ouvrir le site pour vérifier. Alors, au niveau du site, qu'est-ce qu'on a mis? Oui, bon. On s'est arrêté au niveau des droits subjectifs. Parfait. Merci, Bohal Nazim. Donc, on a défini le droit personnel. On a un peu parlé du droit intellectuel, les droits extra-patrimoniaux dans ce cas-là. Non, pas encore. Alors, on s'était arrêté quand au niveau où on avait parlé de l'entrée en vigueur d'une loi, comme quoi il y a la promulgation, il y a la publication et il y a l'abrogation de la loi. Et on devait entamer le droit subjectif. Alors, il faut savoir que quand on parle de droit subjectif, le droit subjectif se divise en droit extra-patrimonial et en droit patrimonial. Donc, il faut d'abord qu'on sache c'est quoi le droit patrimonial. Alors, c'est tout simplement tout droit qui a une valeur en argent, donc une valeur pécuniaire. Donc, quand on parle de droit patrimonial, c'est le droit qui a une valeur financière. Donc, si on essaye de parler un peu de droit patrimonial, on vous dit que le droit patrimonial, c'est appelé aussi le bien. Donc, parmi les droits patrimoniaux, il y a ce que l'on peut toucher et s'approprier. Par exemple, une voiture, une maison. C'est ce qu'on appelle des choses. Il y a maintenant des choses qu'on ne peut pas toucher, donc des choses immatérielles, mais qui ont une réalité juridique. Ce qui fait qu'ils vont faire partie de votre patrimoine. Dans ce cas-là, vous allez avoir dans le droit patrimonial deux grandes parties, voire même trois. Ce qu'on appelle le droit réel, le droit personnel et le droit intellectuel. Selon le Code civil, lui, il va diviser la chose en deux. Il va vous parler des biens meubles ou de biens immeubles. Alors, le droit, les biens meubles, c'est quoi? Ce sont les choses qu'on peut déplacer. Donc, tout ce que vous pouvez déplacer. Les biens immeubles, ça va être les choses qui ne peuvent pas être déplacées. Donc, on peut comparer les biens meubles et les biens immeubles dans leur vente et leur propriété, par exemple. Par exemple, la vente d'un bien immeuble va être soumise à ce qu'on appelle une publicité. Ce qui n'est pas le cas pour tout ce qui est vente meuble. Par exemple, une voiture, ça se déplace. Quand vous vendez une voiture, vous n'allez pas vous n'allez pas publier ça dans le journal. Mais quand vous vendez un bien non déplaçable, par exemple, vous vendez une maison, vous êtes dans l'obligation de publier ça. On publie ça généralement auprès des domaines. Maintenant, en ce qui concerne la propriété, donc celui qui possède un bien meuble de bonne foi est propriétaire de ce bien. Pour les biens immeubles, si une personne possède un bien immeuble sans titre de propriété, donc vous n'avez pas un document officiel qui dit que réellement vous possédez ce bien, donc il doit y rester un certain nombre d'années pour pouvoir être propriétaire. Ça veut dire, imaginez que vous possédez, je ne sais pas moi, disons un terrain, mais que vous n'avez pas de document qui prouve que vous possédez ce terrain. Selon la loi algérienne, vous devez rester dans ce terrain plusieurs années pour pouvoir dire que ce terrain vous appartient.
Maintenant, dans le droit patrimonial, le droit réel, personnel et intellectuel, il y a une certaine classification dans le droit patrimonial. Donc, on va le diviser en trois, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, le droit réel, le droit personnel et le droit intellectuel. Donc, dans le droit réel, bon, je pense qu'il vaut mieux qu'on prenne des notes. Attendez, je vous partage l'écran, comme la dernière fois. Comme ça va vous faciliter la compréhension et on va prendre des notes par la même occasion. Alors, voilà. Voilà. Alors, quand on parle de droit patrimonial, donc le droit patrimonial, donc on va retrouver à l'intérieur d'abord ce qu'on appelle le droit réel. Donc, dans le droit réel, c'est quoi? C'est le pouvoir direct sur une chose. Donc, généralement, un individu, donc un être humain, peut exercer 4 sortes de pouvoirs sur une chose. D'abord, utiliser la chose. C'est un droit que vous pouvez appliquer sur une chose. Vous pouvez percevoir les fruits de la chose, c'est-à-dire percevoir comment dirais-je, les rentrées d'argent ou l'intérêt que vous rapporte la chose. Vous pouvez vendre, donner ou modifier la chose, ou bien vous pouvez utiliser la chose comme garantie de paiement. Ça veut dire que vous allez faire une hypothèque. Alors la garantie de paiement, par exemple, vous allez aller à une banque, vous allez emprunter de l'argent de la banque, eux ils vont vous dire donnez-nous une garantie au cas où vous ne nous remboursez pas. Vous pouvez leur donner votre maison comme garantie. Vous pouvez donner une voiture comme garantie. Donc c'est un bien qui a une certaine valeur que la banque pourra prendre au cas où vous ne la remboursez pas. Maintenant, le droit réel, à son tour, se divise en deux parties. Ce qu'on appelle les droits réels principaux. Donc là, on va avoir deux parties. Les droits réels principaux. Et nous allons avoir les droits réels accessoires. Alors, les droits réels... Dans les droits réels principaux, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons avoir d'abord le droit de propriété. Alors, dans ça aussi, vous allez avoir d'abord le droit de propriété. Alors, le droit de propriété, c'est quoi? C'est le droit réel principal le plus fort. C'est le droit le plus complet. Pourquoi? Parce qu'il réunit les trois premiers pouvoirs qu'on a vu plus haut. Donc, le droit d'utiliser, le droit de percevoir des fruits et le droit de vendre. Si je suis propriétaire de quelque chose, je peux l'utiliser, il m'appartient. Je peux percevoir les fruits de la chose. Comme je peux la vendre, la donner, la modifier, elle m'appartient. Je suis libre d'en faire ce que je veux. Donc, ce droit de propriété peut s'appliquer sur un bien meuble ou immeuble. Par exemple, pour un bien, je peux être propriétaire d'une maison. Je peux la louer, la vendre, la détruire, la modifier. Bien sûr, dans le cadre de la loi. Mais il faut savoir que ces pouvoirs peuvent être réduits. Par exemple, je ne peux pas abuser de ce pouvoir en causant des dommages au voisinage. Par exemple, en ce qui concerne l'expropriation. Ou par exemple, j'ai une maison ou j'ai une autre maison à côté de moi, je ne peux pas construire 12 étages et cacher la maison qui est à côté de moi. Il y a des lois qui m'empêchent de le faire. Pourquoi? Parce que j'empêche par exemple mon voisin de recevoir le soleil. Alors, dans le droit de propriété, nous avons des démembrements. Donc, quand on parle de démembrement du droit de propriété, donc toujours dans le droit de propriété, nous avons ce qu'on appelle des démembrements. Alors, nous avons ce qu'on appelle le premier démembrement, ce qu'on appelle l'usufruit. C'est tout simplement le droit d'utiliser une chose et de retirer les fruits de la chose. Ça veut dire que cette chose continue d'appartenir à son propriétaire, qui s'appelle le nu propriétaire. L'usage des fruits de la chose doit être limité aux besoins de l'individu et de sa famille. Même chose pour l'habitation. Par exemple, une habitation familiale, vous pouvez bénéficier
disons, des fruits de cette habitation en y habitant, vous et votre famille. Et ceci est un droit temporaire. On parlera aussi d'un autre démembrement qui est la servitude. Pardon, une seconde. Ah, il y a des gens qui ont envoyé des choses. Alors, on va soulever. Alors. Alors, la servitude, c'est quoi? C'est tout simplement le droit qui permet à un propriétaire d'un immeuble, donc, d'utiliser partiellement un immeuble voisin. Donc, c'est une servitude de passage, par exemple, qui permet par exemple, une servitude de passage. Ça veut dire quoi? Imaginons que vous avez un terrain, mais que votre terrain soit, comment dirais-je, encerclé par des terrains de voisins. Donc, à partir de votre terrain, vous ne pouvez pas sortir sur la route principale. Là, vous allez avoir ce qu'on appelle le droit de servitude. Ça va vous permettre, vous qui êtes qui avez un fonds dominant, d'utiliser partiellement le terrain d'un voisin, une servitude de passage par exemple, pour vous permettre de traverser la propriété du voisin pour rejoindre la route. Ceci est un droit perpétuel. Vous allez avoir toujours le droit de faire ça. Et votre voisin ne peut pas s'opposer en disant « Non, mais il ne passe pas par mon terrain ». S'il le fait, à travers la loi, vous pouvez aller déposer plainte et la loi vous donnera raison et vous allez pouvoir carrément utiliser son terrain pour passer. Évidemment, il va baliser la route par laquelle vous allez passer et vous n'avez pas le droit de passer outre cette route. Nous avons aussi ce qu'on appelle le droit, on est dans le droit réel, nous avons aussi ce qu'on appelle le droit réel accessoire. On l'avait vu à ce niveau-là, donc c'était à ce niveau-là. Alors, les droits réels accessoires, c'est quoi? Ils sont aussi appelés sûreté réelle. Ce sont des droits qui vont permettre la garantie d'une créance. Comme l'avait dit tout à l'heure Hamadash, c'est une garantie de prêt. Donc, ils vont donner au créancier, donc à celui qui va vous emprunter de l'argent, un droit sur le bien de la personne qui a pris cet argent pour garantir le paiement de cette dette. Maintenant, si la personne qui est endettée ne rembourse pas la somme d'argent, le créancier, donc celui qui lui a prêté de l'argent, pourra prendre ce bien, le vendre et récupérer son argent. Le droit réel accessoire qu'on peut trouver, généralement, on peut le trouver soit pour les biens meubles, généralement. Et là, il va se décliner en plusieurs formules. D'abord, il y a la formule, ce qu'on appelle le gage. Alors, un gage, c'est quoi? Ça veut dire que la personne qui doit de l'argent va remettre son bien en gage jusqu'à le remboursement de la dette. Donc là, il n'y a pas de déposition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce bien sera entre les mains de la personne qui vous a prêté l'argent, mais non pas entre les mains du propriétaire. Par exemple, vous allez mettre en gage un bijou auprès de la banque parce que vous avez emprunté de l'argent. Donc le bijou ne sera pas chez vous, il sera chez la banque. Mais la banque ne pourra pas en faire ce qu'elle veut tant que le délai de remboursement n'a pas expiré. Une fois le délai de remboursement expiré, la banque pourra prendre ce bijou, cet objet, le vendre et récupérer son argent. La deuxième formule, c'est ce qu'on appelle le nantissement. Alors, ça veut dire quoi? C'est un gage, mais sans dépossession. Ça veut dire quoi? Que l'objet que vous avez gagé reste à votre niveau. Donc, c'est vous qui le gardez, ce n'est pas la banque. On peut citer comme exemple, par exemple, vous avez un magasin, vous allez mettre en gage votre magasin. Donc, le fonds de commerce ou le magasin restera chez vous, vous allez pouvoir l'utiliser normalement jusqu'à ce que, jusqu'à ce que le délai soit dépassé. Et si vous ne remboursez pas, c'est là que la banque ou bien la personne qui vous a emprunté de l'argent pourra le récupérer. Donc, cette partie, on l'a vu pour ce qu'on appelle les biens meubles. Donc là, ça c'est pour les biens meubles. Donc, nous avons deux formules, ce qu'on appelle le gage et le nantissement. Maintenant, pour les biens immeubles. Nous avons d'autres formules. Nous avons ce qu'on appelle d'abord l'hypothèque.
Alors, l'hypothèque, c'est tout simplement la même chose que ce que nous avons vu tout à l'heure. C'est la même notion que gage, mais seulement elle est appliquée à une maison ou bien à un terrain, donc à quelque chose qu'on ne peut pas déplacer. Donc, dans l'hypothèque, il n'y a pas de dépossession. Ça veut dire que vous avez hypothéqué votre maison, vous allez continuer à utiliser votre maison, vous allez continuer à y habiter. On ne va pas vous déposséder de vos droits. Seulement, si vous ne payez pas, c'est là qu'on va vous déposséder de ce droit. Il faut savoir par contre que quand un bien est hypothéqué, vous n'allez pas pouvoir le vendre. Ça, évidemment. Tout simplement parce que celui qui vous a cédé l'hypothèque et réellement devra être propriétaire du bien à la fin du délai de remboursement si vous ne remboursez pas. Alors, il faut savoir que les droits réels accessoires donnent à leurs bénéficiaires certains droits. Alors, on est toujours dans... Alors, j'arrange uniquement ce niveau-là. Voilà, on est à ce niveau-là. Donc, on disait que les droits réels accessoires vont donner à leurs bénéficiaires certains droits. Donc, ils offrent certains droits. Alors, parmi ces droits, on va les noter à ce niveau-là. Ils vous offrent ce qu'on appelle le droit de suite. Alors, le droit de suite, c'est quoi? C'est le droit qu'a le créancier, donc celui qui a prêté l'argent, dans le cas d'une hypothèque ou d'un nantissement, de suivre le bien où qu'il soit, même s'il a été transmis par le débiteur, pour pouvoir récupérer la somme d'argent qu'il a prêtée au débiteur. Ça veut dire, même si vous êtes en hypothèque, il a le droit de faire le suivi de votre bien. Il a le droit de venir vérifier le bien, que vous ne l'avez pas donné à quelqu'un d'autre, que vous ne l'avez pas détérioré, que vous ne l'avez pas modifié, etc. Il a aussi un autre droit, ce qu'on appelle le droit de préférence. Alors, le droit de préférence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui vous a prêté de l'argent et qui a des droits réels accessoires va être payé au prix de vente du bien avant les autres créanciers. Imaginez que maintenant, une personne a emprunté de l'argent de... Bon, on va prendre un cas réel. Alors, imaginons que Hamadash a emprunté de l'argent de chez Abacha, de chez Aitihiaten et de chez Abdou SG. Seulement, Aitihiaten était plus maligne que les autres. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tout simplement pris ses précautions en s'arrangeant pour avoir un droit d'hypothèque. Donc, elle a hypothéqué la maison de Hamadash. Et supposons que Hamadash a emprunté 1 milliard de chez chacun d'entre vous et que la maison vaut 1 milliard, a été vendue aux enchères à 1 milliard 500. À votre avis, qui va avoir le droit de prendre le milliard ou bien est-ce que l'argent va être divisé en trois? Comment est-ce que les trois personnes vont se partager l'argent de la vente? Alors, qui a une proposition à nous faire? Donc, je répète. Hamadash a emprunté 1 milliard de chez trois personnes. Donc, elle a emprunté 3 fois 1 milliard. Une des personnes avait hypothéqué la maison de Hamadash. Comme Hamadash n'a pas remboursé les 3 dans les délais, le tribunal a décidé de vendre cette maison hypothéquée. La maison a été vendue au prix de 1 milliard et demi. Comment l'argent sera partagé sur les 3 débiteurs? Hamadash, puisque c'est vous qui avez emprunté de l'argent, qu'est-ce que vous allez nous donner comme proposition? Oui, mais d'accord. Alors, Abacha dit la grande majorité à Hamadash. Hamadash dit non, mais Hamadash ne prend rien. Hamadash, c'est elle qui doit rembourser. Elle ne peut pas prendre. Alors, Sami nous dit 500 par personne. En principe, quand on prend une hypothèque, on doit rembourser la somme qui m'a rahi pour être libre. Les Voilà. 500 Oui, les deux autres personnes. d'accord, parfait.
Alors, on avait dit que Hamadash a emprunté 1 milliard de chez P1, 1 milliard chez P2, 1 milliard chez P3. Ensuite, P1 a exigé une garantie. C'est la maison qui est hypothéquée. D'accord. Hamadash n'a pas remboursé. Donc, la maison est vendue à 1,5 milliard. Donc, la maison ayant été vendue à 1,5 milliard, la question qu'on s'est posée, comment est-ce que l'argent va être vendu? Il faut savoir que dans le droit réel, ce qu'on avait dit tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle le droit de préférence. Le droit de préférence dit quoi? Dit que le créancier qui a des droits réels accessoires, donc celui qui a fait une hypothèque ou bien celui qui a fait un gage, est propriétaire est prioritaire sur les autres créanciers dans le cas de vente de biens. Donc, sachant que la maison a rapporté 1,5 milliard, donc c'est celle qui a fait l'hypothèque qui est prioritaire. Donc, P1 récupère 1 milliard. Les 0,5 restants sont partagés entre P2 et P3. Voilà comment se fera le remboursement. Alors, au début, nous avions dit que quand on parle de droit subjectif, on avait dit qu'il se divise en plusieurs branches. Nous avons parlé de droit patrimonial. Donc là, nous allons essayer de voir une deuxième branche du droit subjectif, qui est tout simplement le droit personnel. Alors, donc là, on va voir le droit personnel. Alors, le droit personnel, c'est tout simplement le droit d'une personne qu'on appelle créancier. Donc, quelqu'un qui a emprunté de l'argent. Un créancier, c'est celui qui vous a donné de l'argent. D'obliger une autre personne qu'on appelle débiteur. Donc, le débiteur, c'est celui qui a reçu l'argent à exécuter son obligation. Maintenant, cette obligation peut être une obligation de faire, par exemple, exécuter un travail. Dans le cas, par exemple, où vous avez ramené un plombier, vous l'avez payé et qui n'a pas fait son travail. Vous pouvez l'obliger à faire son travail. Ou bien une obligation de ne pas faire, exemple, causer un dommage à quelqu'un. Une obligation de donner, par exemple, de vendre quelque chose qu'il doit donner à l'acheteur. Donc, vous avez payé, imaginons que vous avez payé un vendeur et qu'il ne pas remis. Donc, vous avez le droit de l'obliger à vous donner, donc à vous donner la chose pour laquelle vous avez payé. Donc, on peut diviser les obligations aussi en différents types. Donc, il peut y avoir ce qu'on appelle les obligations de résultat. Ça veut dire que c'est quand la personne qui a pris l'argent doit réaliser un résultat précis. Par exemple, un garagiste qui doit réparer votre voiture. Il y a ce qu'on appelle l'obligation de moyens. C'est quand la personne qui a pris l'argent est obligée d'utiliser tous les moyens pour réaliser un résultat. Par exemple, un médecin qui a l'obligation d'utiliser toutes ses connaissances et son matériel pour guérir un patient.
Donc voilà un peu les obligations dans le droit personnel, comment on les divise. Vous avez les obligations de résultat et les obligations de moyens. La troisième catégorie de droit, c'est ce qu'on appelle le droit intellectuel. Alors, les droits intellectuels sont parfois considérés comme des droits mixtes, c'est-à-dire qu'ils sont à moitié patrimoniaux et à moitié extra-patrimoniaux. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas vraiment à les situer. Donc, c'est le droit d'une personne d'exploiter une œuvre intellectuelle ou bien une œuvre incorporelle. Je vais citer un exemple. Je prends l'auteur d'un livre qui a est-ce qu'il a le droit de le publier ou pas? Est-ce qu'il a le droit d'en tirer profit? L'inventeur d'une machine, est-ce qu'il a le droit de tirer profit de la machine? Est-ce qu'il a le droit de la protéger? Ça veut dire, est-ce qu'il a le droit, parce que lui, il l'a inventé, d'empêcher d'autres personnes de fabriquer la même machine? Donc, quand on parle de droit de propriété, de droit intellectuel, ça peut être soit une propriété littéraire, ça peut être une propriété artistique, comme ça peut être une propriété industrielle. Donc, c'est toute œuvre qui a utilisé un effort intellectuel pour qu'elle soit générée, tout en étant une œuvre immatérielle. Par exemple, si je prends un architecte qui a construit une maison, on ne parlera pas d'œuvre de droit intellectuel parce que c'est un bien immobilier. C'est une maison, elle est palpable. Effectivement, il y a quelqu'un qui parle de brevet, on y arrivera par la suite. Mais la notion de brevet est apparue parce que le droit a créé cette notion. Le droit a donné un droit intellectuel à l'inventeur ou au créateur de dire cette chose m'appartient, c'est moi qui l'ai créée, vous ne pouvez pas l'imiter. Si le droit n'avait pas donné ce droit, la notion de brevet n'aurait aucun sens. Alors, quand on parle de droit extra-patrimonial, donc là, on est carrément dans le droit extra-patrimonial. Donc, ce sont des droits qui sont attachés à la personne depuis sa naissance. Donc, ils sont en dehors de votre patrimoine. Alors, je vais noter. Donc là, on est carrément dans une autre. Quand on parle de droit extra-patrimonial. Donc, c'est des droits qui sont attachés à la personne depuis votre naissance. Par exemple, il y a ce qu'on appelle le droit de la personnalité. Alors, dans le droit de la personnalité, alors, je note ça, droit de la personnalité. Alors, dans le droit de la personnalité, on parlera de quoi? On parlera du droit au respect de votre intégrité physique. Par exemple, le droit de vous protéger contre les coups, contre les blessures, contre les prélèvements de vos organes sans votre autorisation. Là, c'est ce qu'on appelle un droit extra-patrimonial et c'est un droit qui fait partie du droit de la personnalité. Donc, même un bébé, on n'a pas le droit de partir, de lui enlever un organe pour le prendre. Pourquoi? Parce qu'il est protégé par la loi. Son intégrité physique est protégée par la loi. Il est protégé contre les coups, contre les blessures. Il y a aussi le droit du respect de l'intégrité morale et de l'honneur. Par exemple, si quelqu'un va vous insulter, vous avez le droit de vous plaindre. Personne n'a le droit de vous insulter. Personne n'a le droit de vous diffamer. Il y a le droit au nom. C'est ce qu'on appelle la protection contre l'usurpation d'identité. Ça veut dire que personne ne va venir dire, par exemple, je m'appelle, je ne sais pas moi, Zafoun Omar. Zafoun Omar a des droits. C'est pas n'importe qui peut prétendre je suis Zafoun Omar, c'est bon, je m'en fous, je suis lui, il n'existe pas. Il y a le droit au respect de la vie privée aussi, qui fait partie du droit de la personnalité. Ça veut dire, c'est ce qui protège par exemple contre la divulgation de vos lettres personnelles. C'est ce qui vous protège contre l'écoute téléphonique, sauf si il y a des prescriptions contraires dans la loi. Il y a aussi ce qu'on appelle le droit à l'image. Personne n'a le droit de publier vos photos sans votre autorisation, sauf si c'est des photos floutées, ou si c'est des photos dans le cadre, dans la rue, dans le cadre d'une manifestation ou d'un événement public. Là, on a le droit de publier vos photos. Donc voilà un peu ce qu'est le droit de la personnalité.
Mais monsieur, Oui. il y a des moments auxquels, il y a des moments auxquels le droit de la personnalité est enfreint par la loi. Enfin, je par la loi, mais par les responsables. Par exemple. Quand on a un criminel, on offre à Oui. son droit de... Ou là, les militaires, des fois, ils bidlent leur identité. Alors là, vous êtes en train de partir dans des cas assez particuliers qui sont aussi régis par la loi. Alors, vous avez cité deux cas de figure. Vous avez cité par exemple le cas, on parlera de services de sécurité où la personne va utiliser une fausse identité pour s'infiltrer par exemple dans un groupe criminel. Par exemple, quand on parle par exemple d'un policier ou d'un agent de renseignement qui travaille sous couverture. Il faut savoir que la loi, toujours, offre la possibilité à des agents de l'ordre ou bien du renseignement ou de sécurité d'utiliser une identité autre que la leur afin de protéger leur intégrité physique. Donc, de prétendre être une autre personne pour pouvoir, dans le but d'une enquête, etc. Et on appelle ça, c'est ce qu'on appelle les prescriptions liées à la sécurité nationale, à la préservation de l'ordre public et à la défense nationale. Donc, si vous voulez, c'est des exceptions à la loi qui sont là pour protéger l'ordre général. Maintenant, tout en sachant que même si ces agents sont autorisés à usurper une identité qui n'est pas la leur, mais ils n'ont pas le droit, en vertu de la loi toujours, d'usurper l'identité d'une personne existante. Dans le sens où, par exemple, ils ne peuvent pas faire une enquête et dire je m'appelle Hirosh Shahrazad, je suis un trafiquant de drogue. Parce que là, il va y avoir atteinte à Hirosh Shahrazad. À moins que ce soit l'œuvre du hasard, où il ne visait pas cette personne, et où, si vous voulez, cette usurpation d'identité ne mènera pas vers une personne en particulier. Maintenant, quand vous parlez d'un criminel, et vous dites qu'un criminel, par exemple, on va usurper son droit de liberté, dans le sens où on va l'emprisonner. Eh ben, le criminel en question a lui-même enfreint la loi en premier. Donc, et il faut savoir que dans le code pénal, on vous dit que si vous enfreignez la loi et que vous commettez certains crimes, vous allez perdre ce qu'on appelle vos droits civiques. Si vous perdez vos droits civiques, donc vous allez perdre certains des droits qu'on vient de citer maintenant. Oui, d'accord. OK? Du coup, même le droit à la personnalité est un droit civique en vrai. Oui, le droit à la personne, pas dans sa globalité. Attendez. Par exemple, le droit au respect de l'intégrité physique, ça dépend des pays, à vrai dire. Vous avez des pays, par exemple, comme aux États-Unis, où on vous dit que le droit de la personnalité, notamment le droit du respect à l'intégrité physique, peut tomber quand vous allez commettre certains crimes. Par exemple, dans certains États aux États-Unis, un violeur perd son droit au respect de l'intégrité physique parce qu'il va être stérilisé de manière chimique. Donc, il va être castré. Il va subir une castration chimique. Donc, on va lui enlever soit certains organes, soit on va injecter un produit pour le rendre dysfonctionnel. Si vous partez dans d'autres pays, par exemple en Iran ou bien en Arabie Saoudite, si vous volez une pomme, on vous coupe une main. Donc là, carrément, vous perdez le droit de respect à l'intégrité physique. En Algérie, le droit du respect de l'intégrité physique est maintenu quelles que soient les conditions. C'est un droit que vous ne risquez pas de perdre en vertu de la loi. Alors, toujours dans les droits extra-patrimoniaux, nous avons aussi ce qu'on appelle, en dehors du droit à la personnalité, nous avons le droit familial. Alors, je note ça, le droit familial. Alors, le droit familial, par exemple, à titre d'exemple, c'est le droit du père de voir ses enfants en cas de divorce. Le droit des grands-parents de voir leurs petits-enfants. C'est tous les articles que vous allez trouver généralement dans le code de la famille qui vont donner aux membres de la famille des droits pour les uns sur les autres. Alors, nous allons essayer de voir maintenant quelles sont les sources des droits subjectifs. Alors, généralement, comme le droit objectif, le droit subjectif aussi a des sources. Donc, on va noter source. Alors, où ma souris? Alors,
Source du droit subjectif. Alors, comme le droit objectif, le droit subjectif aussi a des sources. Donc, généralement, les sources sont classées en deux. Soit si la volonté de la personne joue un rôle, là où on parle de la catégorie des actes juridiques, et si la volonté de la personne ne joue pas de rôle, alors c'est là où on parlera de faits juridiques et qu'on va expliquer maintenant. Donc, on va commencer d'abord par les faits juridiques. Okay. Alors, les faits juridiques, c'est quoi? Ce sont des événements qui vont se produire sans la volonté de la personne, donc sans votre consentement. Par exemple, votre naissance et votre mort sont des faits juridiques qui sont indépendants de votre volonté. Vous n'êtes pas né parce que vous avez voulu, vous êtes né parce que vos parents ont voulu avoir un enfant. Vous n'êtes pas mort parce que vous voulez mourir, vous êtes mort parce que c'est l'heure de votre mort, tout simplement. Et généralement, on vous dit, c'est des faits juridiques indépendants de votre volonté et qui vont vous faire naître des droits. Donc, c'est des droits que vous allez acquérir avec votre naissance. Par exemple, une personne qui est née va acquérir ce qu'on appelle la personnalité juridique. La mort d'une personne va donner droit à des héritiers. Les héritiers n'ont pas forcément voulu que vous soyez mort, mais une fois que vous êtes mort, eux vont avoir un droit sur vos biens. Ils vont hériter de vos biens. Maintenant, il y a des faits juridiques où la volonté peut jouer un petit rôle. Par exemple, si une personne fait un excès de vitesse en voiture et qu'elle va provoquer un accident. Dans ce cas, l'excès de vitesse est voulu, mais l'accident n'est pas prémédité. L'accident n'a pas été voulu. Et ce fait juridique qui est l'accident, dans notre exemple, va faire naître un droit à la victime et une obligation au conducteur. Le droit de la victime, c'est le droit de dédommagement, de prise en charge, etc. Et les obligations du conducteur, c'est de dédommager la victime, voire même obligation d'aller en prison dans certains cas de figure. Donc, la personne qui va causer un dommage à une autre personne est dans l'obligation de la dédommager. C'est ce qu'on appelle généralement la responsabilité civile. Mais généralement, il faut 3 conditions pour que la personne, la victime du dommage, puisse être dédommageable. Alors, je vais noter. Alors, la première condition, c'est ce qu'on appelle la faute. Alors, la faute, ça veut dire quoi? Il faut que ce soit la faute de quelqu'un, la faute qu'une personne a commis. Maintenant, la faute peut être volontaire, comme elle peut être une faute par négligence ou par imprudence. La deuxième condition, c'est ce qu'on appelle le dommage. Donc, le dommage peut être soit matériel, comme il peut être immatériel, par exemple, un dommage moral. Comme ça peut être les deux, un dommage matériel et un dommage moral. La troisième condition, pour que vous puissiez demander un dédommagement, c'est ce qu'on appelle le rapport de causalité entre faute et dommage. Donc la troisième condition, c'est qu'il y ait un rapport de causalité entre la faute et dommage. Ça veut dire qu'il faut que la faute commise soit la cause directe du dommage. Dans l'exemple de l'accident de la voiture qu'on avait vu tout à l'heure, c'est l'excès de vitesse qui a été fait dans la voiture qui est la cause de l'accident et donc de la blessure de la victime. Dans le cas, par exemple, où vous avez fait un excès de vitesse, la voiture a dérapé, en dérapant, vous avez heurté un piéton. Donc là, c'est clair que vous êtes la cause. Par contre, imaginez que vous avez fait... alors, on va essayer de prendre un exemple de dommage indirect. Laissez-moi réfléchir 2 ou 3 minutes. Oui. Alors, aux États-Unis, il y a eu un procès où, alors, quelqu'un était en train de conduire un sidecar. Alors, un sidecar, c'est... Comment vous expliquer? J'ai oublié le nom en français. Ah oui, vous connaissez c'est quoi un camping-car? Donc, un camping-car, c'est genre un petit bus où vous avez une couchette derrière, un lit,
une cuisine, etc. Ok, Azouz connaît. Alors, dans le camping-car, il y avait ce qu'on appelle le mode autocruise. Autocruise veut dire le mode conduite automatique. Donc, la personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis le mode autocruise, sachant que le mode autocruise vous permet tout simplement au sidecar d'aller en ligne droite. Alors, la personne a mis le mode autocruise, il est passé derrière pour se préparer un café et il s'est assis à boire son café. Malheureusement, la route, il y avait un virage. Le sidecar a continué tout droit, il est tombé dans un fossé, la personne a été gravement blessée. Une fois rétabli de ses blessures, la personne a attaqué le constructeur du sidecar en justice en leur disant, moi j'ai mis le mode autocruise, donc pilote automatique en quelque sorte, je suis parti préparer mon café, j'ai eu un accident. À votre avis, est-ce que le constructeur doit le rembourser ou non? C'est selon le contrat qu'ils ont signé. C'est selon le contrat Il n'y qu'ils a pas ont de contrat. signé. Il a acheté. Alors, il n'y a pas de contrat. Il a acheté un véhicule. Imaginez, vous avez acheté une voiture. Dans la voiture, il y a un mode autocruise. C'est comme dans la voiture. Par exemple, vous achetez une voiture où il y a un régulateur de vitesse. Là, c'est un peu plus développé. C'est un pilote automatique. Oui, mais c'est selon est-ce que le client a été mis à la connaissance que l'autocruise peut défailler des fois. Mais l'autocruise n'a pas défaillé. Dans le manuel de la voiture, il est écrit enclencher l'autocruise pour pouvoir lâcher le volant et aller en ligne droite. Dans ce cas, alors il peut être remboursé. D'accord, selon vous, il peut être remboursé. Alors, selon Hamadash, c'est la faute qui a causé directement l'accident. Non, il n'avait pas à aller boire un café en mode auto. Pour l'autocruise, le chauffeur peut prendre le contrôle. Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est une affaire qui a duré assez longtemps parce que le premier juge a refusé, le deuxième juge a accepté, c'est remonté jusqu'à la Cour suprême. Alors, au niveau de la Cour suprême, ils ont tranché en faveur de l'automobiliste. Alors, certes, pourquoi ils ont tranché en faveur de l'automobiliste? Parce que tout simplement, l'avocat de l'automobiliste a mis en évidence que dans le manuel de la voiture, il n'est pas écrit noir sur blanc que quand vous mettez le mode autocruise, vous ne pouvez pas vous lever, quitter le volant et aller derrière. Et que l'automobiliste en question n'est ni mécanicien, ni expert en voiture. Ce n'est qu'un simple conducteur. Il a vu qu'il y avait un mode pilote automatique, il l'a enclenché. Rien ne disait, dans le manuel du voiture, il n'y avait aucun message d'avertissement qui prévenait qu'on ne peut pas quitter le siège conducteur. Et la Cour suprême américaine a obligé le fabricant de sidecar à rajouter dans son manuel un avertissement en disant si vous enclenchez le sidecar, plutôt le mode de pilotage automatique, vous n'avez pas le droit de quitter le volant. Et quand vous l'enclenchez, il y a un message qui s'affiche sur le tableau de bord, vous ne quittez pas le volant. Il faut savoir une chose, que la jurisprudence aux États-Unis est un cas assez exceptionnel. Parce que eux, ils appliquent la loi sans trop se casser la tête. Il y avait un message d'avertissement, non. Donc vous avez tort. Donc dans les tribunaux américains, généralement, il y a beaucoup de cas qui ont fait soit scandale, soit qui font rire à travers le monde, qui deviennent des anecdotes. Alors, je vais vous citer un autre cas. Alors, une femme qui est partie dans un McDo, ça s'est passé normalement en Philadelphie. Elle a commandé un café. Alors, quand elle a reçu le café, on lui a remis alors, elle a demandé un café chaud, on lui a remis un café brûlant. La femme était avec son copain, ou bon, je ne me rappelle plus exactement avec qui. Ils se sont disputés. Alors, en étant en colère, l'un des deux a fait un faux geste, le café s'est renversé sur sa poitrine et elle s'est brûlée au 2e degré. La femme a attaqué McDonald's en justice et elle a demandé un dédommagement parce que le café était brûlant et qu'il lui a causé des brûlures au 2e degré. À votre avis, a-t-elle eu gain de cause ou non? Pour avoir gain de cause, il faut qu'il y ait les 3 conditions. La faute,
le dommage et la causalité. Alors, ceux qui ont dit oui, elle a eu gain de cause, pourquoi? Alors, quelle est la faute? Alors, le tribunal, qu'est-ce qu'il a statué? Il a dit, d'après l'histoire du sidecar, oui, effectivement, il a eu gain de cause, il a eu 300 000 $ de dommages et intérêts pour une chirurgie réparatrice du torse, etc., etc. Bref. Alors, la faute, c'était quoi? Elle a demandé un café chaud, elle n'a pas demandé un café brûlant. Donc, c'est de leur faute d'avoir remis un café brûlant. Parce que même si le café ne s'est pas renversé sur sa poitrine, si elle l'avait bu, elle se serait brûlée la bouche. C'est leur faute aussi parce qu'il n'y avait pas de message d'avertissement sur le gobelet en disant café brûlant. Le dommage, c'est quoi? C'est les brûlures au 2e degré qu'elle avait eues sur la peau. Le rapport de causalité, c'était quoi entre la faute et les dommages? C'est le fait d'avoir servi le café brûlant et non pas chaud, sans avertir le consommateur que le café était brûlant. Bon, on arrête ici avec les anecdotes. Alors, là, on va essayer maintenant de voir un peu les actes juridiques. Alors, qu'est-ce qu'un acte juridique? Un acte juridique, c'est tout simplement quand une personne peut réaliser un résultat juridique. Et donc, dans cette catégorie, la volonté de la personne est présente et va jouer un grand rôle. Exemple, quand on parle de la volonté de vendre, c'est un acte juridique. Vous allez vendre quelque chose, donc l'acte juridique peut être réalisé soit par une seule personne, par exemple le testament, ou par plusieurs personnes, par exemple le contrat. Moi, je vends une voiture à quelqu'un, il va y avoir un contrat entre nous. Donc, c'est un acte juridique. On vous dit, puisque la volonté a une grande importance dans les actes juridiques, il y a des conditions pour que l'acte juridique soit accepté. Alors, la première, c'est la volonté et le consentement. Il faut qu'il y ait une volonté émanant d'une personne saine d'esprit et majeure. Un fou ne peut pas commettre un acte juridique. Un mineur ne peut pas commettre un acte juridique. Donc, la personne concernée peut faire cet acte soit seule, ou bien elle peut charger une autre personne qui va le faire en son nom. Il faudra aussi que la volonté soit saine. Donc, ça veut dire qu'il n'y ait pas de vice de volonté. Donc, les vices de volonté et du consentement, généralement, on distingue un certain nombre de vices. D'abord, ce qu'on appelle l'erreur. Ça veut dire, imaginez que vous faites un acte juridique, mais en commettant une erreur substantielle sur la chose. Une erreur sur la qualité qui a poussé l'acte juridique, par exemple. Donc, il va falloir prouver que cette erreur est essentielle pour pouvoir annuler l'acte. Donc, l'erreur peut aussi être sur la personne. Exemple, vous engagez une personne en croyant que c'est un géomètre, alors que c'est un architecte. Donc là, vous avez fait une erreur sur la personne. Il y a aussi ce qu'on appelle le dol. Le dol, ça veut dire quoi? C'est le cas où la personne est trompée avec des manœuvres par d'autres parties. Donc par d'autres personnes en utilisant un mensonge par exemple, ou en cachant des détails importants, ou en utilisant des complices. Alors imaginez que vous obligez quelqu'un par exemple à acheter une voiture en lui disant c'est une voiture neuve. Voilà, vous allez le tromper, lui il va vous payer en récupérant la voiture, il découvre c'est une vieille voiture. Là, on parlera d'une personne qui a agi tout simplement avec une volonté contrainte. Donc, ce qu'on appelle le vice de volonté. Donc, l'acte juridique peut être annulé pour cause de tromperie. Il y a ce qu'on appelle la violence. Dans le cas où la personne ne s'est pas trompée, dans le cas où on ne l'a pas trompée, mais où elle vit avec une crainte ou une menace qui l'a obligée à faire l'acte juridique. Imaginons maintenant que, je sais pas moi, que l'Arabie Amina kidnappe Ziyani Mohamed Riyad et l'oblige à lui vendre sa maison, tout en le menaçant avec un couteau. Le fait d'avoir signé l'acte de vente n'est pas en soi un acte juridique valable. Parce que s'il arrive à prouver, je dis bien s'il arrive à prouver qu'il a été contraint à le faire, soit à travers un enregistrement, soit avec des témoignages,
là, il peut tout simplement annuler l'acte juridique parce que tout simplement, il y a eu une violence qui a existé au moment de l'acte juridique et que cette violence peut être soit physique, soit morale. Il y a aussi ce qu'on appelle l'objet et la cause. Alors, il faut savoir que l'objet et la cause doivent être licites. Ça veut dire qu'ils ne doivent pas être contraires à l'ordre public. Par exemple, imaginez que Lies Bejaoui va signer un contrat avec Méliani pour lui vendre de l'héroïne. Ensuite, il ne le fait pas, Méliani va aller déposer plainte. On va lui dire, mais l'acte juridique lui-même n'est pas valable parce que l'héroïne déjà est interdite, il y a une atteinte à l'ordre public, et là, vous êtes en train d'essayer, l'objet de votre acte juridique est un objet contre l'ordre public. Donc, si vous l'avez fait, vous serez partis en prison tous les deux. Le fait de ne pas l'avoir fait est en soi une bonne chose. Ou bien, par exemple, quelqu'un qui va signer un contrat avec un tueur à gages pour tuer une autre personne. Là, c'est un acte juridique qui n'est pas valable parce que la cause de l'acte est un acte malveillant. Il y a aussi ce qu'on appelle les conditions de forme. Alors, il faut savoir que le Code civil exige dans certains cas que l'acte soit authentique. Ça veut dire qu'il doit être fait par des officiers publics. Un officier public, par exemple, un notaire, un huissier de justice, ou bien un officier d'état civil. Donc, il faut savoir que le contrat de vente ou bien d'un bien immeuble, par exemple une maison, doit être fait par un acte authentique. Et on verra dans le chapitre du contrat, on le verra par la suite si on arrive à traiter des contrats, on verra par la suite comment se fait un contrat. C'est pour ça que certains vendeurs de maisons exigent que l'acheteur verse ce qu'on appelle des arts, en attendant de faire un acte authentique. Pourquoi? Parce que, imaginons que vous vous êtes mis d'accord avec quelqu'un pour acheter la maison, vu que c'est bon, ne vendez à personne dans une seule... la maison est à moi. Il va vous dire, d'accord, faites-moi un versement, ce qu'on appelle des arts. Bon, en arabe, on appelle ça arbon. Pour tout simplement demander à la personne de verser cette somme d'argent avant de pouvoir aller chez le notaire et de faire un acte notarié pour que la maison soit la vôtre. Comme ça, généralement, quand vous versez, c'est pour cela, quand vous versez les arts, en attendant de faire l'acte authentique, mais si l'acheteur change d'avis et ne veut plus acheter, il va perdre la somme qu'il a versée. Si c'est le vendeur qui change d'avis et ne veut plus vendre, le vendeur doit rembourser la somme à l'acheteur. C'est ce qui est dit dans le Code civil. Alors, est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Oui, non. Bon, si vous dites rien, c'est que c'est clair. Oui, ok, parfait. Alors, je pense que là, on va passer vers une autre partie du cours qui, elle, je pense, va vous ennuyer un peu moins que ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Donc là, on va essayer de s'intéresser à tout ce qui est droit pénal. Alors, non, c'est pas ça. Non, c'est pas le bon document. Voilà. Alors, le droit pénal, c'est quoi? Alors, il faut savoir que le droit pénal, c'est tout simplement l'ensemble des droits qui vont régir ce qu'on appelle la répression de l'État. La répression de l'État, c'est quoi? Ça veut dire que c'est tout comportement de l'État à l'égard d'une personne pour restreindre ses libertés ou bien pour l'obliger à faire un acte contre sa volonté. Généralement, le droit pénal intervient pour incriminer et sanctionner des comportements qui vont porter atteinte à l'ensemble de la population, voire même à la société de manière générale ou à l'État lui-même.
Généralement, la société va définir un ensemble de règles et d'infractions qui vont permettre de protéger l'ordre social qui règne dans la société. Et en définissant ces règles, l'idée c'est de pouvoir sanctionner toute personne qui sort du cadre général. Donc imaginez l'adage qui dit tu es avec moi ou contre moi. C'est ça l'esprit du code pénal. Donc dans le code pénal, l'État a défini des règles générales qui doivent être suivies par l'ensemble de la population. Toute infraction à ces règles doit être punie. C'est ce qu'on appellera la répression de l'État. Maintenant, ces règles générales, dans l'absolu, sont censées être des règles qui protègent la société et qui protègent les intérêts de l'État. Maintenant, le code pénal est catégorisé en différentes sous-branches. Nous avons ce qu'on appelle le code pénal spécial, dans lequel on va définir la liste de toutes les infractions. Il y a les procédures pénales, c'est comment mettre en œuvre le droit pénal. C'est là qu'on va définir l'ensemble des règles liées à comment organiser, par exemple, les tribunaux, comment organiser les juridictions, comment se déroule un procès, comment est-ce qu'on va faire une enquête judiciaire, quel est le rôle du procureur, quel est le rôle d'un avocat. Donc tout ça, vous allez le trouver dans le Code des procédures pénales. Nous avons le droit pénal général, là où on va étudier les grandes catégories d'infractions. Donc, on a catalogué les infractions dans le droit spécial, et là, on va les catégoriser. Ça veut dire on va les regrouper en différents groupes. Et on va définir les agents concernés pour relever ces infractions, donc qui va constater ces infractions, et quelles sont les sanctions applicables pour chaque catégorie d'infraction. Donc, dans notre cours, on ne va pas s'intéresser à cette dernière branche. Donc, le droit pénal général, ce qui nous intéressera, ça va être surtout le droit pénal général et principalement les infractions. Parce que, bon, votre cursus n'est pas dans le but de vous spécialiser en droit, mais c'est beaucoup plus pour avoir une idée de ce que vous avez le droit de faire, ce que vous n'avez pas le droit de faire, et si vous le faites, qu'est-ce que vous risquez par la suite. Alors, comment est définie une infraction? On vous dit, c'est tout fait qui est contraire à l'ordre social et qui va exposer celui qui l'a commis à une peine et ou à une mesure de sûreté. Alors, une mesure de sûreté, c'est quoi? C'est soit une assistance quand il s'agit d'un mineur, soit une surveillance. Il faut savoir, quand on parle de surveillance, pourquoi? Parce que le code pénal algérien a un peu évolué avec le temps. Pourquoi est-ce qu'il a évolué? Parce que maintenant, la loi algérienne permet de ne pas mettre les gens en prison, mais de leur mettre des bracelets. Bon, je pense que vous avez déjà vu ça dans les films, quand on met un bracelet dans le pied de quelqu'un et qu'il n'a pas le droit de s'éloigner de son domicile de plus, par exemple, de 200 mètres. Pourquoi? Parce qu'on juge que la personne a fait une petite infraction. Comme les prisons sont surpeuplées, donc on va l'emprisonner dans sa maison. Et ce bracelet permet de vérifier qu'il n'est pas sorti de sa maison. Par exemple, pendant 3 mois, la personne n'a pas le droit de quitter son domicile. À titre d'exemple. Il y a ce qu'on appelle le traitement. Il y a les cures de désintoxication. Si vous êtes un drogué, donc la loi peut vous obliger à subir une cure de désintoxication. Il y a le travail d'intérêt général. En Algérie, ça existe maintenant. Donc, on va vous envoyer pour faire du nettoyage, faire de la peinture, enfin, n'importe quoi. Quelle action? Gratuitement. Il y a le suivi socio-judiciaire. Généralement, ça, c'est pour les cas sociaux où on va les obliger à avoir un suivi socio-judiciaire. Donc, dans d'autres termes, l'infraction, ça va être quoi? C'est une action ou une omission qui est prévue et sanctionnée par un texte légal. Là, cette définition revêt vraiment une importance capitale. Parce que dans la loi, on ne peut pas vous mettre en prison pour quelque chose que vous avez fait et pour lequel il n'est pas écrit noir sur blanc dans le code pénal que ceci est interdit. Je vais revenir un peu en arrière sur des événements qui se sont passés en Algérie. Il y a quelques années de cela, si vous vous rappelez... Durant le mois de Ramadan, les flics se sont amusés à arrêter des gens qui ont mangé pendant le mois de Ramadan. Alors, il y a eu certains procureurs et certains juges qui ont fait de l'abus de pouvoir
et qui les ont mis en prison pour une durée de 3 mois pour le chef d'inculpation suivant, Intihak Hurmat Ramadan. Certains n'ont rien fait, ils ont passé leurs 3 mois de prison. D'autres, ils ont fait ce qu'on appelle un pourvoi en cassation. Donc, ils ont ramené un avocat, ils se sont plaints, et c'est remonté vers une juridiction supérieure qui les a automatiquement libérés. Pourquoi il les a libérés? Pour la simple raison que le juge n'avait pas le droit de faire cela, parce que dans le code pénal, il n'est écrit nulle part que vous êtes obligé de faire carême. Donc, il faut savoir une chose, que là, dans la loi, on ne peut pas vous mettre en prison, on ne peut pas vous condamner, on ne peut pas vous imposer une sanction si cette sanction n'est pas écrite noir sur blanc dans le code pénal et si l'infraction que vous avez commise n'est pas écrite de manière explicite dans le code pénal. Alors, l'article 1 du premier pénal, qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a pas d'infraction ni de peine ou mesure de sécurité sûreté sans loi. Ça dit que si la loi ne le dit pas, on ne peut rien faire. Donc ce principe a vraiment été voulu. Il a été fait de manière explicite en Algérie pour ne pas porter atteinte aux droits fondamentaux des personnes, particulièrement celui de la liberté. Donc du point de vue du droit, tout ce qui n'est pas expressément interdit est permis. Donc si dans la loi il n'est pas écrit « vous n'avez pas le droit de le faire », vous avez le droit de tout faire. Maintenant, certes, il y a d'autres paramètres qui peuvent rentrer en jeu, ce qu'on appelle la tradition, patati patata, la tradition, la religion, etc. Mais ça, c'est d'un point de vue purement social. C'est pas applicable d'un point de vue juridique. Donc, dans un pays de droit où la loi est respectée, on ne peut pas vous mettre en prison. On ne peut pas vous sanctionner pour quelque chose qui n'est pas écrit noir sur blanc dans la loi. Il faut savoir que les infractions sont classifiées selon leur degré de gravité. Alors, généralement, il y en a la classification suivante. On parlera de crime, on parlera de délit, on parlera de contravention. Nous avons 3 niveaux des infractions. Et ils sont sanctionnés par 3 niveaux de sanctions. Les crimes, ils sont sanctionnés par des peines criminelles, les délits par des peines délictueuses et les contraventions par des peines contraventionnelles. On verra par la suite chacun de ces 3 niveaux à quoi il correspond. Vous êtes toujours là? Vous êtes trop silencieux, vous ne générez aucun bruit, vous n'écrivez rien. Ok, je vois que Fatah est là. Alors, on commence par la contravention. La contravention, c'est quoi? On vous dit que c'est une infraction matérielle qui sont condamnées par des peines de simple police. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un simple policier peut vous faire une contravention. Vous n'avez pas besoin d'aller devant le juge ou d'aller devant un tribunal pour ça. Pour une contravention, vous pouvez être puni d'un emprisonnement allant de 1 jour au moins à 2 mois au plus et d'une amende qui ne dépasse pas les 20 000 dinars. En matière d'infraction, la complicité n'est pas punissable. Ça veut dire que si quelqu'un commet une infraction, vous êtes complice avec lui, vous n'êtes pas puni, c'est lui qui paye, c'est pas vous. Et on vous dit pour la personne morale, une personne morale, ça veut dire une entreprise, un groupe de personnes, une association. Donc, c'est toute entité qui jouit de la personnalité morale. L'amende est multipliée par 5. Alors, si on se donne un exemple d'infraction, vous faites de l'excès de vitesse, un flic va vous arrêter parce qu'il y a eu un radar, il va vous donner un PV. Là, vous remarquez que vous ne passez pas devant le tribunal. Pourquoi? Parce que là, le PV ne va pas dépasser les 20 000 dinars. N'importe quel policier peut vous donner une amende dont le montant peut atteindre jusqu'à 20 000 dinars. Vous ne traversez pas sur le chemin, sur les passages cloutés, un policier peut vous arrêter et vous donner une amende. Bon, en Algérie, ils le font presque jamais.
Maintenant, ils ont besoin d'argent. Et donc, pour le masque, ils vous donnent une amende de 10 000 dinars. Et vous remarquerez qu'il ne va pas vous emmener au tribunal pour vous donner l'amende. Il suffit qu'un OPJ, ce qu'on appelle un officier de la police judiciaire, trouve son masque pour vous donner l'amende. Un simple policier, je dis bien un simple policier AOP, donc un agent de l'ordre public, ceux qui sont habillés en bleu, qui font la circulation, n'a pas le droit de vous donner une amende en tant que personne physique. Celui qui donne les amendes, c'est un officier assermenté. Ça, on le verra par la suite. Le délit. Alors, le délit est une infraction d'une gravité intermédiaire. Donc, elle est entre la contravention et le crime. Donc là, les peines sont un peu plus importantes. Donc, c'est un emprisonnement de 2 ans à 5 ans, sauf dans le cas où la loi détermine d'autres limites. Bon, il y a quelques petites exceptions où la peine peut dépasser. Et c'est une amende qui va dépasser les 20 000 dinars. Donc, elle n'est pas limitée. La troisième catégorie, c'est le crime. Donc là, c'est la catégorie d'infraction la plus grave. Donc les peines principales en matière criminelle, c'est soit la condamnation à mort, soit la réclusion criminelle à perpétuité, donc vous êtes condamné à la prison à vie, soit la réclusion criminelle pour une durée de 5 à 20 ans de prison. Donc, il y a 3 types de peines lorsqu'il s'agit d'un crime. La peine capitale, la réclusion criminelle à perpétuité et la réclusion entre 5 à 20 ans. Alors, votre camarade me dit des exemples incluant un complice. Alors, on va parler d'infraction, c'est la construction sans permis de construire. Vous avez construit une maison, ou bien vous avez une maison, vous avez rajouté un mur sans avoir le permis de construire. Le complice, c'est qui? C'est le maçon qui est venu pour construire. Il sait que vous n'avez pas de permis, mais il vous a construit. Quand la police de l'urbanisme va venir, d'abord, ils vont vous faire un PV, vous allez payer une amende, et ils vont démolir le mur. Mais même s'ils trouvent le maçon en train de construire, le maçon, ils vont rien lui dire. Il n'est que complice, ce n'est qu'une infraction. Ils vont lui dire, arrête de construire et dégage. Vous, ils vont venir vous dire, vous avez une amende pour l'avoir fait. Voilà un exemple de complicité, en termes d'infraction. Hein. Alors, les éléments légaux. Dites-moi, vous voulez qu'on arrête à quelle heure? Parce que je sais que vous ne vouliez pas déjà à la base faire ce cours. Est-ce que vous voulez qu'on continue jusqu'à 18h ou vous voulez qu'on arrête avant? Bon, moi je continue jusqu'à recevoir vos messages. Discutez avec Hamadash m'enverra un message. Alors, les éléments légaux. Il faut savoir que généralement quand on parle de délits, de crimes, etc., il y a ce qu'on appelle le principe de l'égalité des délits et des peines. Donc il faut savoir d'abord que la loi est la principale source du droit pénal. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, pas d'infraction, ni de peine ou mesure de sûreté sans loi. Toutes les autres sources sont exclues. La charia est exclue, la coutume est exclue, le chef du village est exclu, l'avis du voisin est exclu. On ne prend en considération que les lois pour pouvoir punir quelqu'un. Donc, il faut savoir aussi qu'on ne peut pas poursuivre quelqu'un pour des faits qui n'ont pas été prévus par un texte. C'est-à-dire qu'en l'absence de texte punissant un comportement, même s'il est moralement condamnable, et s'il est socialement nuisible, la seule solution, une fois arrivé devant un juge, c'est de relaxer et d'acquitter la personne. Il faut savoir que souvent, quand ce type de comportement se produit, le législateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer une nouvelle infraction qui ne pourra entraîner que la condamnation des comportements futurs. D'accord, je viens de voir votre message avant, donc je termine ce slide et on arrête. D'accord? Donc, ce que j'étais en train de dire, imaginons, on va prendre le cas de l'Algérie. En Algérie, il y avait le code pénal qui traitait de beaucoup de choses. Seulement, ils n'ont pas pris en considération comment dirais-je? Ils n'ont pas pris en considération lors d'élaboration du code pénal les crimes liés au TIC, donc les crimes informatiques, tout ce qui est piratage et autres. Donc, il y avait des gens qui ont fait du piratage, ils les ont arrêtés, et malheureusement, ils les ont libérés par la suite parce que rien n'était prévu. Donc, dans ce cas de figure, le législateur a dû modifier le code pénal, donc le code pénal a été modifié dans un premier temps, pour rajouter des articles relatifs
aux crimes informatiques. Mais le fait d'avoir rajouté ces articles, donc c'est de nouvelles infractions qui ont été rajoutées, ils n'ont pas pu ramener les pirates qu'ils ont arrêtés avant pour les condamner. Parce que quand ils ont commis leur acte, la loi n'existait pas. Donc une fois que la loi est promulguée et qu'elle a été publiée, elle ne peut punir que les gens qui ont commis un crime après la publication de la loi. Donc ceux qui l'avaient fait avant, c'est bon, ils s'en ont sortis, mais ceux qui vont le faire par la suite seront punis. C'est pour ça qu'on dit qu'en termes de code pénal ou d'infraction, il n'y a pas de rétroactivité de la loi. Donc la loi ne peut pas punir les gens qui ont fait un crime avant qu'elle ne soit publiée. Parce qu'avant, ce n'était pas interdit, donc je l'ai fait, rien ne disait que c'était interdit. Maintenant que c'est publié, je ne le fais plus. C'est pour cela qu'à chaque fois que la criminalité évolue dans le temps, les différents gouvernements à travers le monde font évoluer ce qu'on appelle leur arsenal répressif. Donc leur code pénal, leurs infractions. Donc ils introduisent de nouvelles infractions, de nouvelles condamnations, etc. À titre d'exemple, dans certains pays maintenant, il y a des articles qui condamnent des personnes pour commerce de drogue électronique. Chose qui n'existe pas encore chez nous. Pourquoi? Parce que les drogues électroniques sont apparues il y a 5 à 6 ans de cela et qu'elles ont commencé à faire des dégâts au sein d'une population assez jeune et qu'elle est facilement téléchargeable à partir du réseau et qu'elle est facilement téléchargeable à partir du Darknet. Donc, il y a eu des articles de loi qui ont été rajoutés par certains pays pour condamner les gens, les créateurs, les distributeurs, les diffuseurs et les vendeurs de drogue électronique. Donc ceux qui l'ont fait avant que ces lois ne soient publiées ne risquent rien. Ceux qui le font après la publication de ces lois, eux, par contre, risquent des peines de prison. Alors sur ce, je pense qu'on va arrêter là. Et on se reverra. Alors cette semaine, par contre, vous allez avoir TP et TD pour introduction de la sécurité. Je pense que votre assistant de TP va contacter Mademoiselle Hamadash incessamment, je pense aujourd'hui ou demain, pour lui envoyer le lien de la réunion. Je ne sais pas sur quoi elle travaille, soit sur Zoom, soit sur Webex ou autre. En tous les cas, elle va transmettre tout le nécessaire à Mademoiselle Hamadash qui va vous confirmer, vous transmettre l'information le moment venu. Mais mettez-vous l'idée en tête, c'est que cette semaine, vous allez avoir besoin d'une machine virtuelle Kali. Donc prévoyez s'il vous plaît une machine virtuelle Kali pour le TP d'introduction à la sécurité. D'accord? Je pense que cette semaine, vous allez faire 1h30 de TP par groupe. Et à partir de la semaine prochaine, ça va être 3 heures de TP pour chaque groupe. Bon, votre assistante va vous expliquer ça dans le détail. Sur ce, je vous dis bonne fin de journée et à très bientôt peut-être.